Il existe un type particulier d'humiliation automobile. C'est quand tu es au volant de ta berline sportive affûtée et puissante. Chère, propulsion arrière. Conçue par des gens qui avaient écrit le mot « dynamique » sur chaque brochure publicitaire. Et voilà que tu sors sur un circuit de course. Et à côté de toi, dans un virage, hurlant avec ses pneus et soulevant une roue en l'air, passe la voiture sur laquelle ta grand-mère transporte ses plants au jardin. Grande, carrée, break familiale. Une grange sur roue. Imaginez le niveau de honte des pilotes dépassés par une voiture conçue pour transporter des skis, un retriever doré et quelques caisses d'eau minérale. Une voiture dont la seule performance sportive, selon les ingénieurs, devait être un freinage sécuritaire devant un supermarché. Et voici la question principale de la vidéo d'aujourd'hui. Comment se fait-il que la carrosserie la plus ennuyeuse, la plus bourgeoise, la plus insignifiante de l'histoire de l'industrie automobile se soit soudain transformée en tueuse de course? Comment les Suédois ont-ils réussi à tromper tout le monde en glissant sous le nez du monde automobile un véhicule familial camouflé en machine de combat qui prenait les virages sur deux roues? Et pourquoi, derrière cette folie, il n'y avait pas des voyous désespérés, mais une entreprise qui, à ce moment précis, avait un pied dans la tombe et cherchait désespérément comment rembourser ses dettes. Aujourd'hui, nous allons analyser l'histoire d'une voiture vendue comme un symbole de sécurité, mais adorée parce qu'elle essayait de tuer son propre propriétaire à chaque coup d'accélérateur brutal. L'histoire du break le plus provoquant de la planète. Pour comprendre toute l'ampleur de cette folie, il faut d'abord comprendre dans quel trou la société elle-même se trouvait. Et ce trou était profond. À la fin des années 70, Volvo, les Suédois, avaient une réputation, une excellente réputation. Ils fabriquaient des voitures qui ne tuaient pas en cas d'accident. Ils fabriquaient des voitures qui roulaient 300 000 km sans grosse réparation. Et ils fabriquaient des voitures qu'on ne pouvait pas regarder sans verser une larme. Des briques ondulaires, des voitures pour dentistes, comptables et professeurs âgés, qui valorisaient dans un véhicule à peu près la même chose que dans un réfrigérateur, la fiabilité et le volume. Le problème était que tous ces mérites reposaient sur une vieille école. Propulsion arrière, châssis lourd à structure en échelle, des technologies qui, au début des années 80, commençaient déjà à sentir le naphtaline. Le reste du monde avait déjà largement adopté la traction avant. Elle coûtait moins cher à produire, était plus économique et offrait plus d'espace dans l'habitacle. Et les Suédois continuaient à rouler sur leurs lourds tracteurs à propulsion arrière. Et alors, la direction d'entreprise a pris une décision que l'on ne peut qualifier autrement que de roulette russe corporative. En 1978, a démarré un projet sous le nom de code Galaxy. Ça sonne bien, n'est-ce pas? En réalité, derrière ce joli nom se cachait une tâche terriblement complexe. Créer une toute nouvelle voiture à partir de rien. Concevoir une nouvelle plateforme à traction avant à partir de zéro. Imaginer de nouveaux moteurs. Réinventer complètement l'entreprise. La personne qui a poussé cette aventure était un directeur général nommé Per Gyllenhammar. Retenez ce nom. Il a tout mis en jeu, car la note de cette fête s'est avérée astronomique. Le projet Galaxy a coûté 15 milliards de couronnes suédoises. À l'époque, c'était le projet industriel le plus cher de toute l'histoire de la Suède. Pas le projet automobile le plus cher, le projet industriel le plus cher. Plus cher que des usines, plus cher que des centrales électriques, plus cher que tout ce que ce pays avait jamais construit. Et maintenant, ajoutez un petit détail. Il fallait bien trouver l'argent quelque part. Et il a été emprunté. Au milieu de la plus sévère crise bancaire qui a frappé la Suède au début des années 90. Autrement dit, l'entreprise s'est endettée de façon colossale, précisément au moment où tout le système financier national craquait de toutes parts. Les calculs étaient simples et impitoyables.
Si la nouvelle voiture échouait sur le marché, la marque indépendante Volvo n'existerait plus. Dès 1992, elle aurait tout simplement disparu. Démantelée, vendue en morceaux, et aujourd'hui nous nous en souviendrions comme d'une marque disparue de plus. Tout, absolument tout, dépendait d'un seul modèle. Et donc, en juin 1991, dans une immense arène à Stockholm, sous les projecteurs et les applaudissements, ce modèle a enfin vu le jour. Volvo 850. Berline. Le fameux pari à qui tout double. Le design a été réalisé par un homme nommé Jan Vilsgaard. Et c'est un point important. Pour lui, cette voiture fut sa dernière œuvre, son salut final. La fin d'une époque entière de ce design carré suédois qu'il avait en grande partie créé. La 850 était plus lisse et plus moderne que les anciennes briques, mais l'âme anguleuse suédoise y transparaissait encore. Elle était vendue sous le slogan « Sécurité dynamique ». Cela sonne comme un oxymore, mais les Suédois y ont intégré plusieurs innovations mondiales en matière de protection du conducteur. Autrement dit, au départ, c'était bel et bien une voiture juste, ennuyeuse et sûre. Exactement ce que tout le monde attendait de Volvo. Personne ne se doutait encore en quoi cette voiture familiale respectable se transformerait littéralement en quelques années. Et encore moins que ce ne seraient pas les airbags, mais un chien en peluche posé sur le siège passager du break de course qui sauverait l'entreprise en difficulté. Mais nous reviendrons au chien plus tard. Donc, la berline est sortie. Le public l'a bien accueillie. L'entreprise a soufflé un peu. Mais la vraie magie commence là où une voiture familiale ordinaire se transforme en quelque chose d'étrange. Et pour comprendre comment cela s'est produit, il faut d'abord lever le capot. Car c'est précisément là, dans le compartiment moteur étroit, que se cachait le premier grand paradoxe de cette voiture. Le fait est que les Suédois ont décidé de ne pas mettre sous le capot un moteur 4 cylindres, comme tout le monde, ni un 6 cylindres, comme les amateurs de luxe. Ils ont choisi une ligne de 5 cylindres en ligne. Une configuration rare, capricieuse et assez fantasque. Mais elle avait un son tout à fait particulier. Pas le rugissement sec d'un 4 cylindres, ni la basse noble d'un 6 cylindres. Le moteur 5 cylindres produisait un son unique, inimitable. Rauque, nerveux, légèrement irrégulier. Une voix que l'on reconnaîtra plus tard les yeux fermés. Il faut ici briser le premier mythe de garage que vous avez sûrement entendu. Beaucoup croient encore que ces moteurs ont été assemblés pour les Suédois par Porsche. Ce n'est pas vrai. Le moteur a été conçu par les ingénieurs mêmes de Volvo. Oui, les spécialistes de la division ingénierie de Porsche avaient à un moment donné conseillé les Suédois sur l'architecture générale de toute la gamme de moteurs. Ils ont suggéré, conseillé, aidé au calcul. Mais le moteur lui-même était suédois de bout en bout. Et il a été assemblé en Suède, dans l'usine de la ville de Skövde. Alors rangez cette légende parmi les autres jolies histoires inventées. Et maintenant, parlons du paradoxe. Ce fameux 5 cylindres en ligne était long. Très long. Logique, car 5 cylindres alignés prennent plus de place que 4. Et ce long moteur, les Suédois ont décidé de le placer transversalement. C'est-à-dire pas dans le sens de la voiture, comme on le fait habituellement sur les véhicules propulsion arrière, mais en travers, comme cela se fait sur les voitures à traction avant. Placez cette longue saucisse sur le côté, dans l'espace étroit entre les longerons. Imaginez que vous essayez d'introduire un canapé trop grand dans une porte trop étroite. Voilà à peu près le défi auquel les ingénieurs ont été confrontés. Il n'y avait plus du tout de place. Absolument aucune. Le moteur était si serré que pour la boîte de vitesse, il n'y avait pratiquement pas d'espace. Et là, les Suédois ont réussi à s'en sortir de façon géniale et en même temps complètement folle. Puisqu'il n'y avait pas de place pour une boîte de vitesse normale, il fallait fabriquer une boîte anormale. Très courte. Tellement courte qu'à l'époque,
C'était la boîte de vitesse manuelle la plus courte du monde. Elle a été développée en collaboration avec les Japonais de la société Aisin. Une véritable prouesse d'ingénierie. Faire tenir tout le mécanisme complexe de changement de vitesse dans un boîtier à peine plus grand qu'une chaussure. Le problème de la boîte a été résolu. Mais, comme toujours en ingénierie, la résolution d'un problème en engendre 3 nouveaux. Et le premier est apparu là où on ne l'attendait pas. Sur le parking d'un supermarché. Voici le problème. Quand tu as un énorme moteur placé transversalement qui occupe tout l'espace sous le capot, les roues avant n'ont tout simplement nulle part où tourner. Le moteur les gêne. Elles butent contre lui et ne peuvent plus tourner davantage. Cela signifie que la voiture tourne son volant sur un angle plus réduit. Et donc, elle a un très grand rayon de braquage. Et il était vraiment énorme. 10 mètres 60 centimètres. Un rayon de braquage digne non pas d'une voiture particulière, mais d'un petit bus. Là où une petite citadine compacte faisait un demi-tour en une seule manœuvre, le conducteur de la Volvo devait tourner le volant en 3 fois, reculer, tourner encore, jurer et reculer à nouveau. Se garer dans une petite cour étroite devenait une petite manœuvre maritime. L'amarrage d'une barge dans un port étroit. Et quand plus tard, sur les versions les plus puissantes, ils ont monté des pneus larges à profil bas, c'est devenu encore plus drôle. Les roues, en braquant complètement le volant, frottaient contre les passages de roues. Autrement dit, la voiture ne tournait pas seulement mal, elle frottait aussi ses propres roues contre sa propre carrosserie. Une belle ingénierie, n'est-ce pas? Mais le rayon de braquage, ce n'était que la partie facile. La vraie douleur attendait le conducteur, non pas sur le parking, mais au feu rouge. Cette douleur porte un joli nom anglais, torque steer. En russe, c'est ce qu'on appelle le couple moteur agissant sur la direction. Je vais expliquer simplement. Sur une voiture à traction avant, les roues avant remplissent 2 fonctions à la fois. Elles tournent la voiture et la propulsent vers l'avant. Tant que le moteur est faible, il n'y a pas de problème. Mais que se passe-t-il si on envoie une puissance absolument démesurée aux roues avant? Et les Suédois comptaient en envoyer beaucoup. Très beaucoup. Ce qui se passe, c'est ceci. Les arbres de transmission gauche et droit sur ce type de voiture ont souvent des longueurs différentes. Et quand tu appuies brusquement sur l'accélérateur, le couple moteur se répartit de manière inégale entre les roues. Une roue reçoit un peu plus de traction, l'autre un peu moins. Et la voiture commence toute seule, sans ta participation, à tirer d'un côté. Le volant semble littéralement prendre vie dans les mains et essaie de s'échapper. Sur la version normale, c'était désagréable. Sur la version sportive, dont nous parlerons plus tard, cela devenait vraiment dangereux. 240 chevaux sur les roues avant, sans blocage de différentiel électronique moderne, sans toute cette électronique intelligente qui lisse tout ça aujourd'hui. Tu ouvres brutalement les gaz, et le volant se dérobe des mains. La voiture part dans la voie voisine, toute seule, sans prévenir. On obtenait une voiture au double caractère. À l'extérieur, un break familial respectable, l'incarnation du bon sens suédois. Mais dès que tu appuies sur la pédale droite, elle se transforme en bête capricieuse qui tente de s'enfuir dans le fossé avec son conducteur. Dr Jekyll et Mr Hyde sur roue. Et c'est là que commence le plus intéressant. Parce que l'entreprise, qui avait investi 15 milliards de couronnes dans le projet, devait récupérer cet argent d'une manière ou d'une autre. Une simple bonne voiture familiale se vendait bien. Mais les ventes régulières ne suffisaient pas. Il fallait un coup d'éclat. Il fallait faire parler de Volvo. Faire tourner les regards des jeunes acheteurs audacieux et aisés qui roulaient alors en voiture de sport allemande vers ce pavé suédois. Il fallait un scandale. Il fallait un cirque. Et la direction décida d'organiser ce cirque là où on s'y attendait le moins. Sur un circuit de course. Avec un break. Ce fameux break familial dont tout le paddock allait bientôt se moquer. Jusqu'au moment où il commencerait à doubler tout le monde. Un peu de contexte d'abord, pour que vous compreniez à quel point cette idée était folle. Nous sommes en 1993. En février, les Suédois présentent enfin ce break, la carrosserie Estate.
Et c'est là qu'a eu lieu une petite révolution stylistique que peu de monde a remarqué à l'époque. Les Suédois ont équipé le break de feux arrière verticaux, hauts, allongés de la toiture jusqu'au pare-choc. Une solution tellement réussie et logique que presque tous les constructeurs de break allaient la copier pendant les 30 années suivantes. Allez voir aujourd'hui sur un parking de centre commercial. La moitié des breaks portent encore ces feux verticaux. Et tous leur rendent hommage à cette 850. Mais personne ne s'en souvient. Mais les feux sont feux, et la société avait besoin de ventes et de bruit. Et en août de la même année est apparue la version turbo, 225 chevaux. Le premier pas sérieux vers ce fameux break méchant. Le break familial a soudainement commencé à rouler. Et voilà qu'un nouveau personnage entre dans notre histoire. Il s'appelait Tom Walkinshaw. Et ce n'était ni un ingénieur, ni un marketeur. C'était un pilote et un homme de course. Un homme qui dirigeait sa propre équipe et savait faire courir n'importe quoi. Si vous vouliez transformer une voiture de route en machine de course, c'était à lui qu'il fallait s'adresser. Et un jour, les Suédois sont venus le voir avec une demande très étrange. Dans le championnat britannique de voitures de tourisme, connu sous le nom de BTCC, régnait alors un format adoré dans toute l'Europe. On prenait des berlines de série classiques, on les préparait pour la course et on les lançait sur le circuit pour se battre roue contre roue. C'était l'un des championnats les plus populaires au monde. Spectaculaire, agressif, à la limite des règles. Et y participaient des berlines agiles, petites, taillées pour la piste. BMW, Alfa Romeo, Renault. Des voitures conçues pour tourner. Et voilà qu'en avril 1994, sur le circuit britannique de Thruxton, se produit ce qui ne peut être qualifié autrement que de choc historique. Sur la grille de départ, au milieu de toutes ces berlines affûtées, apparaissent deux gros breaks familiaux Volvo. Pas des berlines, des breaks, des fourgons. On s'est moqué d'eux, ouvertement, bruyamment, dans tout le paddock. On les appelait des fourgons à pain. Les mécaniciens des concurrents se prenaient en photo à côté d'eux. Les journalistes écrivaient des articles cinglants. Tout le monde était convaincu que les Suédois avaient perdu la tête. Pourquoi amener sur un circuit de course la carrosserie la plus grande, la plus lourde et la moins aérodynamique qui soit? C'était un pur suicide. Une publicité à l'envers. Deux pilotes prirent le volant. Le Suédois Richard Riedel et le Néerlandais Jan Lammers. Et ils sont partis. Et alors les rires commencèrent à s'estomper. Car les breaks ne se contentaient pas de traîner à la fin du peloton. Ils se battaient. Ils imposaient leur rythme. Ils abordaient les virages avec une telle agressivité qu'ils soulevaient la roue intérieure en l'air. Le grand break familial roulait sur 3 roues, hurlant ses pneus, et ne cédait pas face aux berlines affûtées. Le spectacle était tellement absurde et captivant que les gradins tombèrent amoureux de ces voitures. Et ici, il est temps de détruire un deuxième grand mythe de garage. Beaucoup croient encore que le break roulait bien parce qu'il avait une meilleure aérodynamique que la berline. Comme si cette longue carrosserie profilée tranchait l'air comme un rasoir. C'est une demi-vérité déformée sur les forums à l'extrême. En réalité, le coefficient de traînée aérodynamique du break et de la berline était presque identique. En termes de résistance frontale à l'air, ils étaient des jumeaux. Alors, où était le secret? Le secret résidait dans les règles de la course cette année-là. Cette saison-là, le championnat interdisait les ailerons aérodynamiques. Aucun grand aileron à l'arrière, interdit, point final. Et c'est là que le long toit plat du break a joué un rôle génial. Il fonctionnait comme un aileron naturel. L'air qui passait au-dessus de ce long toit plat et se décrochant à l'arrière créait un appui sur l'essieu arrière. Le fourgon était plaqué à la route. La berline, avec son coffre court et incliné, ne bénéficiait pas de cet avantage. Autrement dit,
Le break gagnait non pas parce qu'il était profilé, mais parce que son immense toit maladroit s'est avéré être par hasard un aileron parfait, précisément cette saison-là, où les vrais ailerons étaient interdits. Ce n'était pas de l'aérodynamique ingénieuse, c'était une exploitation ingénieuse d'une faille dans le règlement. Ce qui, convenons-en, est bien plus honnête et beaucoup plus amusant. Et voici la plus belle histoire de toute cette saison, l'histoire du chien. Le pilote Richard Rydell a imaginé un coup psychologique digne d'un monument. Le break de course, à l'intérieur, était bien sûr dénudé. Carrosserie nue, cage de sécurité, un seul siège de pilote de course. Pas de siège passager. Et là où, dans une voiture ordinaire, se serait assis un passager, Rydell mettait pendant les qualifications un gros chien en peluche, un collet, qui s'appelait Blood. Imaginez maintenant la scène du point de vue d'un pilote allemand sur BMW. Tu es sur la piste, tu donnes tout, tu luttes pour chaque dixième de seconde. Et tu te fais doubler par un break familial. Humiliant déjà. Mais tu tournes la tête, regardes par la vitre latérale de la voiture qui te dépasse, et tu y vois un chien en peluche assis tranquillement, qui roule calmement sur le circuit de course, qui te regarde de ses yeux en bouton. Ce n'était pas juste un dépassement, c'était un coup mortel porté à l'ego. Ce qui te double n'est pas juste un break. C'est un break qui transporte un chien en peluche à la place du passager parce que le pilote s'ennuie tout seul. Une guerre psychologique pure. Et elle fonctionnait. Mais pendant que les breaks se battaient sur la piste et écrasaient l'ego des concurrents, les marketeurs de Volvo se frottaient les mains. Car tout ce tapage, ce cirque avec le chien et le break sur 3 roues, servait un seul but: vendre la version de route de cette folie. La version que n'importe qui pouvait acheter et garer devant chez lui. Et en août de cette même année 1994, au sommet de la fièvre de la course, elle est arrivée. La version la plus sauvage, la plus désirée et la plus dangereuse de toute l'histoire du modèle. Celle pour laquelle tout cela avait été commencé. Elle s'appelait Volvo 850 T5R. Et c'était le sommet de toute cette folie. La quintessence de ce en quoi la modeste voiture familiale s'était transformée en à peine 3 ans. Une voiture provocation. Une voiture défi. Une voiture conçue comme un défi explosif pour quiconque considérait Volvo comme le synonyme de l'ennui. Commençons par ce qui choque le plus, la couleur. Les Suédois ont peint cette voiture d'une couleur officiellement appelée Cream Yellow, jaune crème. Mais soyons honnêtes, ce n'était ni crème ni noble. C'était un jaune criard, audacieux, presque néon. Une couleur visible à 1 kilomètre. Une couleur qui hurlait littéralement dans toute la rue. Et ce jaune fou trônait sur la carrosserie d'un break familial conservateur. Une combinaison tellement incongrue qu'on ne pouvait pas passer à côté sans réaction. C'est comme voir un comptable sérieux en costume parfaitement repassé, mais avec des baskets jaunes acides. Le contraste entre la forme et le fond était si brutal que c'est devenu la principale arme marketing. Le break familial ne se contentait pas de rouler. Il s'était aussi habillé en clown de rodéo. Et ça marchait à tous les coups. Maintenant, parlons du contenu. Sous le capot se trouvait ce fameux 5 cylindres en ligne, mais en version combat. Le moteur identifié B5-234-T5. Une cylindrée de 2,3 litres. Et c'est ici que, pour cette version précisément, les ingénieurs de Porsche ont vraiment mis la main à la pâte. Pas pour assembler le moteur, comme le veut le mythe, mais pour affiner des détails plus subtils. Les Allemands ont aidé à reprogrammer le calculateur moteur.
aider à régler la pression de suralimentation du turbo. Et, ce qui est plaisant, ont participé à l'affinage de l'habitacle. C'est pourquoi la T5R arborait de l'alcantara, ce revêtement doux, semblable à du daim, qui transforme instantanément l'intérieur d'une voiture familiale en quelque chose de sportif et luxueux. Porsche n'était donc pas ici un assembleur, mais plutôt un consultant en finition. Une différence subtile mais importante. Et voici le résultat. 240 chevaux. Mais pas n'importe comment, avec une astuce. La voiture disposait d'une fonction d'augmentation temporaire de la suralimentation. Pendant 30 secondes, le turbo produisait une pression accrue et le moteur crachait ses 240 chevaux accompagné de 330 Nm de couple. 30 secondes de rage. Puis le moteur revenait à un mode plus calme. Parfait pour doubler. Parfait pour les départs arrêtés. Parfait pour se faire peur soi-même. Tout ce luxe, je le rappelle, était transmis aux roues avant. Sur ces mêmes roues avant, qui peinaient déjà à tenir dans les passages de roues à cause du gigantesque moteur transversal, sur ces mêmes roues qui, à l'accélération brutale, provoquaient ce fameux effet de couple moteur sur la direction, tentant d'arracher le volant des mains du conducteur. Maintenant, imaginez tout cela, mais avec 240 chevaux au lieu de la puissance standard. La voiture, au démarrage brutal, se transformait en Mustang sauvage. Le volant prenait vie, la carrosserie tirait d'un côté, et le conducteur priait alors pour qu'il n'y ait personne dans la voie voisine. Et voici les chiffres pour lesquels tout cela avait été lancé. Accélération de 0 à 100 km/h. 7 secondes précises pour la version automatique et 6 secondes 9 dixièmes pour la boîte manuelle. Pour un break familial pesant 1,5 tonnes, au milieu des années 90, c'étaient des chiffres d'un autre monde. Des chiffres d'une véritable voiture de sport. Ce break familial, dans lequel on pouvait mettre ski, vélo et chien, accélérait comme une sportive à part entière. Et c'est ici qu'il faut parler honnêtement du titre de notre vidéo. Le break familial le plus rapide. Ça sonne bien, mais l'historien en moi doit intervenir et un peu gâcher la fête. Le fait est que Volvo n'était pas absolument le break le plus rapide du monde. Quelques années plus tôt, en 1992, les Allemands de BMW avaient déjà sorti leur break sportif. Et il était plus rapide. 340 chevaux. Propulsion arrière. Accélération de 0 à 100 en moins de 6 secondes. En chiffres purs, l'Allemand dominait le Suédois. Donc, strictement parlant, Volvo n'était pas la plus rapide. Mais elle était autre chose. Elle était le break à traction avant le plus rapide. Et sans aucun doute, le break le plus extravagant de la planète. L'Allemand était rapide, mais il était réservé. Un outil sérieux et coûteux pour ceux qui comprenaient. Le Suédois, lui, était rapide tout en hurlant sa couleur jaune acide dans toute la rue, roulant sur 3 roues dans les virages et transportant un chien en peluche. 2 catégories de défiance complètement différentes. Passons maintenant au tirage. Initialement, les Suédois prévoyaient de produire seulement 2500 exemplaires de ces fous jaunes. Une série limitée modeste. Ils pensaient que cela suffirait. Ils se sont lourdement trompés. Toute la série en jaune s'est vendue en quelques semaines. Les acheteurs, chauffés par la course, le chien et tout ce cirque, faisaient la queue. La demande fut telle que la société fut obligée de produire en urgence des séries supplémentaires. La voiture fut alors aussi peinte en noir et en vert foncé, histoire de satisfaire un marché affamé. Au final, au lieu des 2500 exemplaires prévus, ce sont exactement 6964 exemplaires de la T5R qui ont été produits. Retenez ce chiffre. C'est le nombre exact de provocations jaunes, noires et vertes qui ont été envoyées dans le grand monde. Et chacune d'entre elles
était la preuve vivante que ce coup marketing désespéré avait fonctionné à 100%. Et ce coup était vraiment désespéré. Rappelez-vous dans quelle situation se trouvait l'entreprise. 15 milliards de couronnes de dettes, une crise bancaire, une menace d'extinction. Et au milieu de ce véritable enfer financier, la direction décide non pas de serrer la ceinture, mais au contraire, de lancer un break de course jaune acide et de l'envoyer se battre contre les Allemands. Ce n'était pas le caprice d'une grande corporation. C'était le geste désespéré d'un joueur qui mise ses derniers jetons sur le numéro le plus audacieux. Et le numéro est tombé juste, parce que tout ce cirque a fait exactement ce qui était prévu. Il a fait tomber sur Volvo l'étiquette détestée de voiture pour dentistes et retraités. Soudain, au volant des breaks suédois, on retrouvait de jeunes gars audacieux et fortunés. Ces fameux yuppies, qui la veille encore n'auraient même pas regardé vers ce pavé scandinave ennuyeux. L'image de la marque a fait un virage à 180 degrés. Volvo est passé d'un fabricant de cercueils roulants pour prudents à une marque qui produit des voitures rapides, audacieuses et un peu folles. Mais tout cirque a une fin, tôt ou tard. Et la carrière en course de notre break s'est terminée de manière inattendue et assez ironique. Ce ne sont ni les concurrents, ni les pannes qui en furent la cause. Ce sont les personnes ennuyeuses qui écrivent les règles. Vous vous souvenez de ce truc avec le long toit qui fonctionnait comme un aileron naturel? Eh bien, cette faille a duré exactement une saison. En 1995, les organisateurs des courses ont changé les règles. Ils ont de nouveau autorisé les ailerons aérodynamiques. Ces fameux ailerons qui étaient interdits l'année précédente. Et à cet instant précis, tout l'intérêt d'aligner un break sur la piste a disparu. Réfléchissez. Le seul avantage du break était son long toit plat qui créait un appui gratuit là où les autres voitures n'en avaient pas. C'était une astuce rusée. Mais dès que tout le monde a été officiellement autorisé à installer de vrais ailerons, l'avantage a disparu. Pourquoi trimballer sur le circuit une carrosserie énorme, lourde et maladroite pour un appui naturel, quand on pouvait prendre une berline compacte légère et simplement lui fixer un vrai aileron à l'arrière? Et les Suédois ont agi tout à fait logiquement. Ils ont immédiatement abandonné le break pour passer à la berline. Le même moteur, la même équipe, les mêmes pilotes, mais une carrosserie désormais ordinaire, 4 portes, moins provocante, mais plus conforme aux exigences de la course. Voilà tout le calcul froid de cette époque. Le break en course n'a jamais été une question de supériorité technique. C'était du pur marketing, amplifié par une faille bien exploitée dans le règlement. Dès que cette faille a été colmatée, le cirque a été arrêté et les accessoires rangés. La carrière en course du break le plus extravagant de l'histoire a duré exactement une saison. Une année de gloire, de rire, de dépassement sur 3 roues et de chiens en peluche. Puis, le rideau est tombé. Cela dit, il faut lui rendre justice. Les graines semées lors de cette saison folle ont donné des fruits par la suite. Les Suédois ont continué à courir, et finalement, leur voiture est vraiment devenue championne. Mais avec une autre carrosserie et un autre indice, en 1998. Cependant, les fondations de toute cette histoire de course ont été posées là, sur le circuit de Fröxton, avec ce break jaune et son chien en peluche sur le siège passager. Quant aux versions de route, l'histoire s'achevait aussi, mais joliment. En 1996, une autre version sportive est sortie. La simple 850R, déjà sans la mention T5 ni édition limitée. 250 chevaux. C'était la limite maximale que l'on pouvait extraire de cette plateforme à traction avant. Au-delà, les roues avant ne pouvaient plus gérer plus de puissance sans que la voiture ne cherche à partir dans le fossé à chaque départ. Et à la fin de cette même année 1996,
La production du modèle s'est arrêtée. Non pas parce qu'il avait échoué, au contraire, simplement parce que c'était le moment. Une version profondément restylée, avec de nouveaux indices, berline et break, est arrivée, connue sous les noms de S70 et V70. Mais c'est une autre histoire, plus fluide et plus mature. Faisons le point avec quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Au total, 716 903 exemplaires de la 850, toutes versions confondues, ont été produits. Parmi eux, 326 068 breaks, un tirage colossal. Et cette version jaune d'aimante T5R, dont le tirage s'élevait précisément à 6 964 exemplaires. Mais ces chiffres de production ne sont qu'une partie de l'histoire. Le chiffre principal est un autre. 15 milliards de couronnes que la société a mis en jeu. Et cette mise, elle l'a gagnée. Voici la plus grande ironie de toute cette histoire. La voiture qui a sauvé l'entreprise de la faillite a été conçue et vendue comme l'incarnation de la sécurité et du bon sens. Le slogan parlait de sécurité dynamique, des airbags, de la protection, du soin apporté à la famille. Mais on s'en est souvenu et on l'a aimé pour toute autre chose. Pour sa couleur jaune acide, pour ses dépassements sur 3 roues, pour un volant qu'on arrachait des mains, pour ce chien en peluche, parce qu'elle était audacieuse, insolente et un peu dangereuse. Autrement dit, ce n'est pas la voiture imaginée par les ingénieurs de la sécurité qui a sauvé l'entreprise. C'est la voiture dans laquelle cette automobile ennuyeuse s'est transformée malgré tout. Ce n'est pas la sécurité passive qui a sauvé Volvo, mais la peinture acide et le cirque de la course. Ce n'est pas la sagesse, mais la folie. Et vous savez, il y a là une leçon profonde et un peu triste sur tout le business automobile. On peut investir 15 milliards dans la sécurité, la fiabilité et le bon sens. On peut créer une voiture techniquement parfaite, raisonnable, juste. Et elle se vendra de manière régulière, ennuyeusement, sans éclat. Puis tu peins cette même voiture dans un jaune idiot, tu l'envoies courir en compétition et tu places un chien en pluche à l'intérieur. Et soudain, les clients font la queue. Les gens n'achètent pas la sécurité. Ils achètent une histoire, une émotion, la possibilité de se sentir un peu plus fou qu'ils ne le sont réellement. La Volvo 850 est une voiture qui mentait sur elle-même depuis le premier jour. Elle faisait semblant d'être ennuyeuse, alors qu'elle était audacieuse. Elle prétendait être sûre, alors qu'elle essayait de tuer son conducteur à chaque coup d'accélérateur brutal. Elle jouait le rôle de break familial, alors qu'elle était une voiture de course. Et c'est précisément pour ce mensonge, pour ce double caractère, qu'on l'aime encore aujourd'hui. Quant à toutes ces souffrances d'ingénieur, un rayon de braquage de barge, des roues frottant les passages, un effet de couple moteur qui arrache le volant, la boîte de vitesse manuelle la plus courte du monde, née du désespoir. Tout cela aujourd'hui ne ressemble plus à des défauts, mais à du caractère. La preuve que cette voiture a été